La constitution de 2006 de la République démocratique du Congo, promulguée par l'ancien président Joseph Kabila Kabange, qui est d'application actuellement dans le pays, suscite débat et controverse au niveau dans le chef de la population, mais aussi au niveau des acteurs politiques en République démocratique du Congo. Mais qu'en pensent les juristes, le scientifique, en ce qui concerne sa procédure, mais aussi les conditions qui font à ce que cette constitution soit changée, mais aussi soit révisée. Et donc aujourd'hui, c'est le point de vue des juristes dans cette émission. Et pour en parler, nous avons le plaisir pour vous d'avoir un scientifique qui va nous expliquer les contours, qu'est-ce qu'il faut. Mesdames, Messieurs, vous regardez votre émission Droit pour tous. Bonjour à vous et bienvenue. Et je m'en vais m'y tourner directement du côté de notre invité. Il s'agit de Maître Armand Lokeka, qui est avocat inscrit au barreau de Kinshasa, Gombe, praticien du droit au quotidien, un scientifique. Maître Armand Lokeka, bonjour. Bonjour, Monsieur Nico. Vous allez bien, Maître? Je suis très bien. Merci d'avoir pensé à moi pour que nous venions échanger sur cette question d'actualité qui divise les scientifiques, qui divise les politiciens et qui atteint même la couche la plus innocente. Et même vous aussi, les scientifiques, vous êtes divisés quant à cette question. Oui, puisqu'il est question de savoir si un scientifique est identifié par rapport à son laboratoire. C'est là où on identifie un scientifique. Mais quand il divorce avec le principe du laboratoire, automatiquement la science devient dans la rue. Et il y a toujours un divorce entre les ancreux du laboratoire et ceux qui mettent la science dans la rue pour l'intérêt personnel. La science n'est pas venue me servir, mais la science est venue servir l'humanité. Parce que les principes scientifiques sont universels. C'est pour cette raison que certains disent la science n'a pas de couleur, la science n'a pas de tribu, la science n'a pas de nationalité. Donc vous voyez que la science, elle est universelle. Et quand on divorce de principes universels, on veut se servir de la science comme un appui pour assouvir à ses appétits. Automatiquement, on quitte du laboratoire scientifique et là, il y a un divorce avec les autres. Vraiment. Allez, on va directement entrer dans notre sujet. La Constitution. C'est quoi la Constitution? Oui. Je dirais la Constitution, c'est une loi, on l'appelle loi fondamentale. C'est la mère de toutes les lois dans une nation. C'est la référence de toutes les lois dans un État. C'est la référence de tous les actes de gestion de gouvernance dans un État. C'est le fondamental de l'existence et de la définition même d'un État, la Constitution. C'est le tout pour l'existence valable, l'existence régulière, l'existence légitime d'un État. Raison pour laquelle vous allez trouver, on dit, c'est la loi de loi. Elle est loi de loi en quel niveau? C'est quand la Constitution devient la source de référence de toutes les lois. Elle est fondamentale quand elle se met à réguler les actes de gouvernance, les actes de gestion dans un État. Et là, vous trouverez des principes tels que l'État de droit, la démocratie. C'est fondamental. Voilà pourquoi la Constitution, c'est une loi hautement protégée et qui doit être gardée, protégée et même, je ne sais pas comment, sécurisée. On entend même certains de vos confrères disent que c'est une loi qui découle toutes les autres lois. Ils disent même que toutes les autres lois tirent leur subsistance ou leur Non, là je ne suis pas d'accord dans cette option-là. Toutes les lois ne tirent pas leur substance. Les lois qui tirent leur substance de la Constitution sont identifiées en termes de loi organique. Et la loi vous dit, cette matière sera définie par une loi organique. Là, cette loi, une fois
promulguée ou une fois projetée dans l'application, on l'appelle une loi organique qui tire son origine par une disposition constitutionnelle. Mais toutes les lois qui naissent dans l'architecture légale ou juridique doivent être conformes. La conformité à la Constitution ne peut pas être confondue de tirer substance de la Constitution. Toute loi se conforme à la Constitution. Mais toutes les lois ne naissent pas nécessairement de la Constitution. Ok, alors, vous pouvez quand même rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs, des amoureux du droit qui nous suivent en ces instants, en nous rappelant de quelques constitutions que la République démocratique du Congo a connues, de quelques lois fondamentales. Oui, certainement, l'histoire constitutionnelle du pays est très liée aussi à chacun à son niveau de recherche. Nous avons la loi fondamentale qui a commencé aujourd'hui, en 1960, avec le Congo démocratique, la République démocratique du Congo. Après la loi fondamentale, nous avons connu des constitutions partant du régime de Mobutu, qu'on a eu plusieurs révisions et des constitutions. Je ne saurais pas donner des dates précises par rapport à cela. Après Mobutu, nous avons eu l'acte constitutionnel de conférence nationale souveraine, qui en a aussi été une constitution. Après là, nous sommes partis avec Mouzé qui est venu aussi, lui n'avait pas une constitution. Il avait un décret constitutionnel, quelque chose comme ça. Et puis nous sommes partis vers la guerre de 1998 à 2001, qui a donné naissance à une transition par la constitution de la transition avec San City. Et de la constitution de la transition, nous avons accosté à cette constitution actuelle du 18 février 2006. Mais avant l'indépendance, la RDC, la République démocratique du Congo, était régie par quelle constitution, par quelle loi? C'était l'époque coloniale. Il y avait des actes de roi. C'était l'époque coloniale qui, du reste, le peuple congolais n'ont pas pu prétendre obtenir une constitution pour faire exister une nation, parce qu'ils étaient sous l'esclavagisme. Ils étaient sous colonisation. Il n'y avait pas un principe d'indépendance, de prétendre que nous avions une loi. Parce que je t'ai dit que c'est là le fondamental de l'existence d'une nation. Nous avons connu la naissance à partir de l'existence d'une loi fondamentale de 1960. Donc avant, c'était la colonisation des actes de roi qui gouvernaient le pays. Vous allez trouver même jusqu'aujourd'hui, nous avons certaines lois qui font référence au décret roi. Ce sont les actes de roi qui dirigeaient la République. Ces actes-là faisaient office des lois dans... Vous êtes sous tutelle. C'est-à-dire que vous n'avez pas une indépendance à dire oui ou non. Ce sont des actes qui s'imposent en termes d'enfants sous tutelle, des esclaves, des gens qui sont sous la colonie. Qu'il s'avère un acte vrai ou faux, un acte puissant ou impuissant, mais le roi imprime son hégémonie ou sa royauté au travers des actes qu'il était en train d'imprimer. Donc il n'y avait pas un seul Congolais qui pouvait dire, voilà, il y avait des actes où les Congolais ont voté par voie de référendum et cet acte-là a marqué une certaine indépendance ou une liberté par rapport à cela. Alors, l'ancien président Joseph Kabila arrive au pouvoir et en 2006, il promulgue la constitution qui est d'actualité dans le pays, cette constitution de 2006. Alors, jusqu'à ce jour, de 2006 à 2026, ça va faire 20 ans. Quel état des lieux faites-vous de cette constitution? Oui, la constitution du 18 février 2006, c'est peut-être la meilleure constitution qui a beaucoup souffert. La meilleure constitution qui a beaucoup souffert. Là, c'est un controverse. La meilleure constitution qui a beaucoup souffert, pour autant que nous Congolais, nous devenons un peuple trop ingrat envers nous-mêmes. Pour autant, nous ne voulons pas comprendre qu'est-ce que cette constitution a amené au pays, que nous avons connu en ce jour des élections. Nous avons connu en ce jour certaines valeurs démocratiques
qui, même si nous voulons fermer les yeux, mais même ceux qui sont au pouvoir et même ceux qui sont partis, on reconnaisse que l'apport de cette constitution, aujourd'hui, c'est que nous avons vu, pour la première fois, la passation pacifique du pouvoir entre le pouvoir et l'opposition. Ce n'est pas comme ailleurs où l'opposition, le pouvoir laisse le pouvoir au pouvoir. Mais au moins, nous avons participé à un geste de haute facture dans la politique internationale comme africaine, en particulier, de voir une passation de pouvoir entre le pouvoir et l'opposition. Sur une même chaise, s'asseoir, suivre et recevoir les discours d'investiture jusqu'à la fin, ce sont des garanties apportées par la Constitution ici de 2006. Pourquoi j'ai parlé que c'est la meilleure Constitution qui a beaucoup souffert? C'est la meilleure Constitution victime. Puisque les détenteurs de la garantie ne respectent pas réellement cette Constitution. Je peux comprendre à deux échelons. Peut-être par prétexte d'ignorance, ou peut-être expressement ils ne veulent pas le respecter ou la respecter. Deuxièmement, la Constitution ici l'a été comme un fils aîné pour le Congo. Nous devons la reconnaître parce que la loi fondamentale, les constitutions de Mobutu, aucune constitution ne nous a amené à toucher, à palper des vertus démocratiques. Parce que nos papas n'ont pas connu les élections telles que nous l'avons connues avec Mobutu. Nous venons de connaître cela 2 ou 3 fois avec cette constitution. Nous connaissons connaître des institutions qui n'ont jamais existé. Vous voyez, aujourd'hui, on vous parle de 2 ordres de juridiction en RDC qui, dans aucune des constitutions, avant celle-ci, cela n'avait existé. Nous avons l'ordre judiciaire, l'ordre administratif, et nous avons la Cour constitutionnelle. Ça n'a jamais existé. Donc, toutes ces valeurs-là sont des valeurs sur lesquelles nous devons applaudir. Mais il y a aussi de failles qui, du reste, quand l'on rédige une constitution ou quand l'on veut copier une constitution, tantôt nous allons copier même ce qui n'est pas adaptable à notre système. Ou tantôt quand l'on veut rédiger une constitution, nous allons au-delà afin de concentrer le pouvoir à l'individu au lieu de concentrer le pouvoir au peuple. Là, ça s'appelle une dictature constitutionnelle. Je donne un exemple. Vous trouverez dans cette constitution française, nulle part le président de la République française est une institution. Mais ici en RDC, le président de la République est une institution. Nous allons classer cette institution où? Démocratiquement sur les principes fondamentaux. Nous avons 3 institutions. Nous avons l'exécutif, le Parlement et le judiciaire. Le président de la République devient une institution. Et entre-temps, le pouvoir qu'on lègue au président, il est le chef de l'exécutif puisqu'il convoque les conseils des ministres et le préside. On le rend indépendant. Il ne peut pas être contrôlé par le Parlement. Il ne peut pas être contrôlé par aucune institution. Ces actes sont situés comme des actes qui sont au-dessus. Entre-temps, aucun acte de gouvernement ne peut se faire sans passer par le Conseil des ministres, qui lui-même préside. Donc, automatiquement, le président de la République a été mis au rang d'un seigneur, sans qu'on se rende compte. C'est à ce niveau-là où nous disons, les constitutionnalistes congolais doivent réfléchir, adapter l'intelligence de la Constitution conformément au pays. Et non l'adapter conformément aux États qui ont déjà connu la révolution, aux États dont on ne peut plus détourner le pouvoir. Mais chez nous, le pouvoir est encore détournable. Donc, la Constitution de la République doit être rédigée à un modèle adapté aux esprits congolais.
Et aussi à la situation actuelle. Et aussi à la situation du pays. Puisque aujourd'hui nous crions, nous allons peut-être y arriver, changement, révision. Mais pourquoi? Puisque ceux qui ont rédigé la Constitution n'ont pas pensé que si nous donnons le pouvoir à cet individu, il s'appelle individu, c'est-à-dire qu'il a un sentiment. Mais l'institution n'a pas de sentiment. L'institution a des règles. Raison pour laquelle vous trouverez l'Assemblée, le Parlement, a un règlement de Congrès, un règlement du Sénat, un règlement de l'Assemblée nationale. Il y a des ordonnances de répartition de pouvoir au niveau de l'exécutif. Vous allez trouver au niveau du pouvoir judiciaire, il y a la loi qui organise le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a des dispositions disciplinaires. Mais dis-moi, au sein d'un individu, il y a quoi? On va mettre quoi? Le règlement? Au sein d'un individu, il n'y a que le sentiment. Il n'y a que sa volonté. Alors on en vient alors à cette question de la révision de la Constitution ou encore du changement de la Constitution, parce qu'on en parle. Au sein de l'opinion nationale, on en parle. Les individus en parlent. Au sein de la classe politique congolaise, on en parle. C'est quoi la révision de la Constitution et c'est quoi le changement de la Constitution? Établir cette différence-là et nous allons évoluer. Merci, M. Nico. C'est une matière que je ne voudrais personnellement pas trop aborder. Pourquoi? Puisque ceux qui vont me suivre, qu'ils soient juristes ou pas juristes, me donneront une connotation, tantôt d'être contre et tantôt d'être pour. Mais qu'à cela ne tienne, je l'ai dit au début, je suis chercheur, je suis doctorant. Et tout ce que je fais, c'est de laisser la science dans le laboratoire. Si je serais en erreur d'apposer mon point de vue en tant que scientifique, c'est que c'est la science qui vous a conduit en erreur. C'est qu'il y aura d'autres scientifiques qui viendront corriger et que je ne dirai pas non non plus. Si c'est une... Ils vont corriger sur base de recherches qu'ils vont fournir aussi. Aussi, puisque nous sommes tous ces chercheurs. Si un chercheur trouve que non, les arguments que je vais avancer, dans ma lecture du changement et de la révision de la Constitution, ceux qui se sentiront à l'aise de venir me contredire, vous contacteront et ils vont me contredire. Là, n'en déplaise, je suis très d'accord pour le débat. Allez. La révision constitutionnelle, c'est un procédé par lequel la Constitution elle-même prévoit. La révision constitutionnelle est prévue par la Constitution elle-même. C'est comme une forme de thérapie. La Constitution se dit que quand je serai grippé, voici le médicament à me remettre. Quand je serai malade, voici comment vous allez vous comporter. Il prévoit tout ça. Mais si vous me voyez souffrir dans l'œil, ne me mettez pas de seringue, je risque d'être aveugle. La Constitution prévoit tout ça. C'est ce procédé prévu par la Constitution elle-même. Et la Constitution de la RDC du 18 février 2006. Mais essayez de l'adapter dans des contextes actuels. Parce que là, ce sont les... J'ai parlé en termes pour que tout le monde comprenne. Les corps, on appelle le corps médical, a compris. Ouais, je vais parler maintenant pour le corps, le corps non médical, même ceux qui sont... C'est-à-dire que c'est un procédé prévu par la Constitution pour sa modification. C'est-à-dire modification ou complément. La révision prend les deux concepts, modifier et compléter. Quand vous modifiez et complétez la Constitution, vous l'avez révisée. Et il prévoit toute cette procédure-là. Et il prévoit quelles sont les dispositions qui peuvent être révisées, lesquelles ne peuvent pas être révisées. Ça s'appelle des dispositions intangibles. Comme l'article 220. Dont on ne peut pas porter la main. Si vous portez la main, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, vous m'avez troué l'œil et je serai aveugle. Voilà. L'article 220.
C'est comme l'œil de la Constitution qui vous dit, moi, j'ai mon œil qui est l'article 220. Protégez les prunelles. Quand vous le trouez, je serai aveugle. Et si je deviens aveugle, le peuple va tomber dans le trou. C'est la conséquence. Parce que nous serons conduits par l'aveugle, par une constitution qui n'a plus la forme de l'État, une constitution qui ne détermine plus le suffrage universel, une constitution qui porte atteinte au mandat. Donc tout ça, quand vous le trouvez automatiquement, cette constitution commence à conduire un peuple dans un aveuglage et vous ne saurez pas avancer, vous allez tomber dans un trou. Et le trou, c'est le trouble de gestion d'un État. Et on les appelle des dispositions intangibles de la Constitution. Des dispositions intangibles. Ces dispositions ne peuvent être touchées qu'en extrême. Parce qu'il y a des écoles et des doctrines qui acceptent que cette intangibilité demeure et les autres disent non. À l'extrême, ces dispositions peuvent être touchées. Et comment ça doit être touché? Il faut que ce soit des cas extrêmes. Et lorsque vous parlez des cas extrêmes, vous faites allusion à quel cas? Par exemple, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une impossibilité de gérer l'ensemble de la République. Nous nous retrouvons dans une impossibilité que non, sur les 26 provinces, le président de la République ne reste qu'avec 3 provinces. Ce n'est plus son État. Ce n'est plus l'État qui est dans la Constitution. À ce moment-là, il y aura ce qu'on appelle un événement politique qui va motiver maintenant l'atteinte aux dispositions intangibles. C'est là où la Constitution tombe. Pour en faire un autre, où on parle de changement. Là, ce n'est plus la révision. Là, la Constitution tombe avec les institutions qui sont dedans. Alors, le changement dont il est question ici, c'est-à-dire sur la mort de la Constitution actuelle, on veut tuer cette Constitution pour faire un autre avec une couleur qui n'est pas celle-ci. J'aimerais aller dans le thème un peu plus bas. C'est-à-dire qu'on veut tuer ça pour nous sortir une autre Constitution qui ne sera pas celle-ci. Alors maintenant, pour quitter de celle-ci et arriver dans une autre Constitution, pour l'instant, la Constitution de la RDC n'a rien prévu pour son changement. Et aucune Constitution au monde ne prévoit son changement. Je mets à défi un constitutionnaliste qui a déjà lu une Constitution au monde qui a prévu son changement. Laquelle? La Constitution fait allusion à la révision et non au changement. La Constitution prévoit sa propre révision. Mais la Constitution ne prévoit jamais son propre changement. Puisqu'il sait que je dois rester éternel. La Constitution, elle n'est pas faite pour mourir. La Constitution, elle est faite pour rester éternellement. Aussi longtemps que des générations de ce peuple congolais subsisteront, aussi longtemps que cette Constitution aussi veut subsister jusqu'à la fin de toutes les générations. Mais modifier, il vous dit oui, vous pouvez m'adapter, vous pouvez me compléter, mais ne me tuez pas. Changer une constitution, c'est porter atteinte à la vie de la Constitution. Et porter atteinte à la vie de la Constitution, c'est tuer toutes les institutions qui existent. Commençons par le président de la République. Vous avez porté atteinte sur lui. Le pouvoir parlementaire, vous avez porté atteinte sur l'Assemblée nationale et le Sénat. Même la décentralisation actuelle, les gouverneurs, tout ça, nous avons déjà tué. Le jour où on va tuer cette constitution, on a tué toutes les institutions de la RDC n'existeront plus. Bon, ils vont exister sur base d'un vide ou sur base d'une transition chaotique. Parce qu'il n'y aura aucun texte. Même si nous allons rester au Congo durant 2 heures, où on est en train d'élaborer, c'est-à-dire qu'on n'aura pas un texte. Alors comment les institutions vont rester? Sans loi? Vous avez acquis le pouvoir partant de cette constitution. Mais vous voulez la tuer. Bon, votre pouvoir que vous avez acquis partant de celui-ci, on va faire quoi avec ça?
Voilà les difficultés que nous avons toujours dit aux scientifiques, de ne pas adhérer dans les débats qui ne sont pas des débats universels. Donc scientifiquement, ce que nos téléspectateurs vont retenir, c'est qu'il est impossible de changer totalement cette constitution. Il est impossible pour l'heure actuelle en RDC de parler du changement de la constitution. Pourquoi nous avons des institutions qui existent, qui émanent de cette constitution. Changer cette constitution, c'est en d'autres termes dire que je fais tomber toutes les institutions et on commence à zéro. Alors on va revenir sur... Alors commencer à zéro, le risque c'est que nous risquerons de commencer à zéro à partir de la tête. Là, nous remettrons en cause toutes les institutions qui... Pas même en cause. Ces institutions sont automatiquement éteintes, n'existeront plus. Abolies. N'existeront plus. Alors maintenant, dans quel système nous serons plongés pendant le temps du référendum? Parce que la disposition, il n'y a aucune disposition transitoire de la Constitution qui prévoit qu'en cas de mon changement, voici les dispositions que vous allez utiliser. Il n'y a aucune disposition. Il n'y a aucune disposition. En cas de mon changement, voici comment vous allez vous gérer provisoirement. Il faut qu'il y ait quand même une donne légale qui nous donne le pouvoir de dire aujourd'hui que non, nous acceptons le changement. Et pendant le changement, nous allons utiliser ça, tel que la Constitution nous a prévu, que voilà les dispositions transitoires pendant ou conservatoires, pendant que je serai en train d'être changé. Il n'y a aucune disposition. Ce qui est à craindre, c'est que ceux qui pensent que le débat de changement peut être un débat scientifique, je dis non. Ce débat de changement, c'est un débat qui est hors science. C'est un débat qui a des penchants totalement politiques. Et quand nous allons dans ce débat, ça va nous mettre dans des considérations purement partisanes ou tribales, ethnico, et qu'on sort tout ça des partis politiques, opposition et majorité. La science parle dans ce qui est prévu et ce qui peut être possible. Voilà la science. Ce qui est prévu et ce qui peut être possible. Alors, si ce qui est prévu, il n'y a rien, nous examinons ce qui peut être possible. C'est comme ça qu'un scientifique doit réfléchir. Un scientifique ne peut pas rester figé sur un point de vue de la rue. En science, dans quel document où il a entendu la Constitution prévoir son propre changement? Et j'ai même participé dans un débat quelque part où on était même en train de porter des critiques sur le constitutionnalisme congolais qui est en faillite. Parce que vous sentirez le débat, comment le débat est en train de quitter de la hauteur de ce qui est et ce qui est possible d'être par les scientifiques dans un débat de changement. Où et qui doit changer et comment le changer? Ce sont des questions qui n'ont pas de réponse. Alors, quelles sont les autres dispositions constitutionnelles qui, au regard de l'article 220 qui parle de l'intangibilité, peuvent aussi vont dans le même sens? Non, mais l'article 220 a verrouillé un certain nombre de dispositions. Dans cet article-là, il y a des dispositions verrouillées. C'est-à-dire, quand il vous parle de la forme de l'État, il y a une disposition qui, déjà à partir de l'article 1 de la Constitution, on parle de la forme de l'État. C'est-à-dire que cette disposition ne peut pas être touchée. Lui vient donner un résumé global. Il respecte l'idée voilà. De l'article 220. Oui. Donc il vient donner le résumé global de toutes les dispositions intangibles qui ne peuvent pas être touchées en cas de révision. Mais ne peuvent être touchées qu'en cas d'extrême, quand il y a un chaos, un fait politique. Par exemple, excusez-moi, nous parlons de coups d'État pour des États qui ont déjà connu, je ne le souhaite pas dans mon pays. Le cas de rébellion qui prend le pouvoir, par exemple, et il dit, voilà, moi j'amène un nouveau système de gestion. Je ne peux pas diriger avec cette ancienne constitution. Voilà, moi je viens avec mon plan d'action que je voudrais élaborer une autre constitution. Là, c'est autre chose. Et ne sommes-nous pas dans les contextes... Troisième contexte. Non, ils ne sont pas encore venus. Ils ne sont pas au pouvoir. Jusque-là, le motif du changement n'est pas par rapport à ces deux territoires qu'ils ont occupés.
Ils n'ont même pas encore occupé toutes les 2 provinces. Même dans les provinces qu'ils ont occupées là, nos amis n'occupent que quelques territoires. Vous voyez? Voilà. Ça ne peut pas devenir un motif. Alors, troisième élément, ça peut être lié à un dialogue quand la cohésion sociale pose un problème. On dit voilà, pour des raisons de la cohésion et de l'unité nationale, les Congolais doivent être réunis dans un dialogue. Discuter des questions fondamentales, des questions de fond pour ce qui concerne leur vie, tant politique, sociale, tout, humanitaire et culturel, diplomatique. Mais figure aussi, parce que là, on parle de la haine tribale. J'aurais voulu, c'est là où je vais accoster. J'aurais voulu que nos amis qui sont dans les analyses que j'appelle les analyses vulgaires sur les changements, conseillent utilement à ceux qui peuvent le faire de créer une situation politique. Et cette situation va motiver l'argument. Ah, vous avez dit de créer. Oui, mais ils sont libres. Je t'ai dit, mais qui peut le faire? Qui peut changer? Certains disent non, le chef de l'État peut changer la Constitution. Non, nulle part. Aucune disposition de la Constitution ne dit que le chef de l'État peut changer la Constitution. Les autres disent non, le peuple. Aucune disposition ne dit que le peuple peut changer la Constitution. Aucune disposition. Et là, c'est dans les cas de la révision. Non, je parle du changement. Ok. En révision, oui, la révision est prévue. Je te dis que pour la révision, c'est prévu. Oui, oui. Le président de la République peut amener un projet, le Parlement et tout, le gouvernement. Voilà. Donc, au niveau du changement, je dis, ils peuvent donner un conseil utile pour dire, voilà, créons une situation politique qui peut motiver le changement. Laquelle, non, actuellement, tu sens, il y a le tribalisme qui a pris de l'ampleur, il y a le népotisme, il y a les antivaleurs, et ceci déstabilise même le fonctionnement des institutions. Vous arrivez quelque part, vous ne trouverez, si vous ne parlez pas cette langue-là, vous ne pouvez pas être embauché. Ça devient un vecteur terrible pour déstabiliser la République. Et là, ça peut aussi vous comprenez? Le cas que vous avez le président de la République, le président de la République peut, en tant que garant de la nation, convoquer un dialogue, discuter sur les questions fondamentales, et ces questions vont motiver maintenant le changement d'un nouveau système politique afin qu'on aboutisse à un changement de la Constitution. Sans cela, comme ça, non, non et non. Il ne faut pas forcer la naissance d'un enfant que vous sentez qu'il va naître siamois. Vous connaissez les siamois? C'est quoi? Les siamois, des enfants qui sont attachés soit par leur ventre, ils sont soit même tête, mais 2 corps. Vous voyez comment ils naissent, hein? Mais vous forcez la naissance. Vous sentez vous-même que non, si nous y allons, ça serait un siamois. Ça ne sera pas un enfant viable. Vous forcez la naissance. C'est pourquoi je dis, écartons ce débat pour ceux qui pensent que le changement de la Constitution est possible en RDC. Nous en parlons en tant que chercheurs et je mettrai à défi quiconque pourrait nous amener un argument ou une constitution d'une république démocratique. Je sais que nous sommes beaucoup plus liés à la France. C'est là où beaucoup de constitutionnalistes congolais puisent les arguments et plusieurs articles. J'ai même entendu certains dire non, là, ça a été rédigé, la Constitution a été rédigée en Europe dans le style français. Oui, certes, mais nous devons être rationnels et demeurer scientifiques. Ne défendre que ce qui est prévu et ce qui peut être fait. Ne défendons pas ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Dans le couloir que vous avez ouvert là, vous donnez quand même une possibilité. Si jamais ceux qui vous suivent, les pro-changement de constitution peuvent les suivre, peuvent adopter cette... Oui, puisque nous avons un problème dans notre pays, un problème de considération en rapport avec le diplôme et la connaissance. Il y a de ces diplômés qui sont en train de lire la Constitution conformément à leur propre entendement, sans confronter leur lecture avec d'autres considérations universelles. Et ils viennent dire dans leur réunion, tantôt de parti ou de famille, donner des explications inappropriées. Le changement est possible conformément à l'article 5 qui consacre la souveraineté du peuple. Le peuple va
le peuple, là, quand on parle de la souveraineté d'un peuple, c'est où? Si le peuple est capable de décider pour le changement de la Constitution, c'est que le peuple est capable de dire aujourd'hui non au président de la République. Il le fait partir, même sans élection. Parce que le même peuple qu'on reconnaît le pouvoir de changer la Constitution. Alors, reconnaissons à ce peuple-là demain que non, vous avez la souveraineté de dire le matin que le président, nous ne voulons plus de toi, sans élection, et le président part. Est-ce que c'est normal, ça? Vous trouverez même un professeur d'université en train de transpirer sur ça, cette question. Il faut confronter les réalités aux principes universels. En quoi et comment applique-t-on ou exerce-t-on la souveraineté? C'est envers les changements d'une constitution? Non. Soyons sérieux. Mesdames, Messieurs, vous qui nous regardez en ces instants, amoureux de droits pour tous, nous sommes en train de poursuivre notre émission et cet échange axé sur la révision ou les changements de la Constitution du 18 février 2006. Et sur ce plateau, nous avons reçu pour vous un praticien du droit, un scientifique, et nous parlons scientifique avec notre invité. Il s'agit de Maître Armand Lokeka. Maître Armand, on peut retenir, les téléspectateurs qui nous regardent peuvent retenir qu'il n'y a pas de dispositions prévues dans la Constitution pour parler du changement des constitutions. Alors on va parler de la révision de la Constitution. On a déjà commencé à en parler. Là quand même, la Constitution, vous l'avez dit à l'entame, que la Constitution a prévu. Vous avez donné des exemples. Lorsque je serai malade, telle thérapie, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais en parlant justement de cette révision, quelle est la procédure prévue pour en arriver? Oui, mais c'est là le problème, je voulais dire. Sur la question de la révision, il se pose aussi de sérieux problèmes. Ah oui. Le problème de l'opportunité. Le problème de l'opportunité pour soumettre la question de la révision dans un État qui est en train de se rechercher comme le nôtre. Nous sommes au deuxième président. Le président Félix Tshisekedi est le deuxième président qui est né de cette constitution. Et la question de l'opportunité de la révision est une question patente et une question fondamentale. À quel moment, quand, comment puis-je soumettre la question de la révision? Et comment mon peuple va avaler ou consommer cette question? Et quelles sont les matières importantes à soumettre à la Constitution? Est-ce que vous parlez d'une période suspecte, les juristes? Non, moi je ne parle pas d'une période suspecte, mais je dis l'opportunité simplement, puisque vous êtes au pouvoir. Bon, la question, la Constitution ne vous gêne pas de gérer. Mais néanmoins, vous pouvez rencontrer un problème aujourd'hui, où on peut dire, voilà, nous avons un problème, je veux toucher la disposition qui fait que le président de la République ne devienne plus une institution. Est-ce que personne ne va refuser? Puisque cette disposition ne l'a jamais verrouillée. C'est-à-dire qu'à tout moment, le président peut faire partie de l'exécutif, sans être une institution à part. Aujourd'hui, on dit, voilà, nous voulons enlever la disposition qui interdit la création des juridictions spécialisées. Pourquoi? Parce que nous devons juger par des juridictions spécialisées, d'exception plutôt, juridictions d'exception, des gens qui ont posé des actes criminels au pays, qui ont volé, qui ont détourné. Nous devons même appeler des juges étrangers. Comme il y a eu le cas de procès de Beach, de Brazzaville. Nous avons des cas, on peut lever. Pourquoi nos amis qui ont rédigé la Constitution ont interdit les juridictions d'exception? Il y a des choses qui sont socialement admissibles. Mais vous attendrez des questions sensibles d'ordre mandat, le mandat du chef de l'État, le suffrage, et des questions de forme de l'État. Non. La décentralisation. Oui, mais aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Le chef de l'État est le seul qui peut même constater une crise dans une province et faire partir un gouverneur par voie d'ordonnance. Il peut le faire. Pourquoi? Puisque c'est son ordonnance d'investiture qui active l'élection du gouverneur. Pourquoi l'on a créé ce système? C'est pour rendre le gouverneur de province dépendant du chef de l'État politiquement et administrativement aussi.
Vous voyez? Donc ce système-là crée un sérieux problème dans la pratique. Vous trouverez un premier ministre, vice-ministre de l'Intérieur, qui sanctionne un gouverneur de province. Il n'a aucune prérogative constitutionnelle pour le faire. Mais ça passe, le pays avale. Mais ça devient une pratique Cette pratique est inconstitutionnelle et dont s'il faut créer cela, oui, c'est modifier, compléter, ajoutons ça dans la Constitution pour que le gouvernement, l'exécutif, ait le pouvoir de contrôle disciplinaire, par exemple, sur le gouverneur de province. Là, automatiquement, il peut l'appeler quand il veut et il peut les mettre en suspension en cas d'un litige qui porte atteinte au fonctionnement de l'institution. Voilà. Mais aujourd'hui, là, on sent que le vice-premier ministre de l'Intérieur a besoin de gérer, a besoin de regard sur ces gens. Mais la Constitution ne nous donne pas ce pouvoir-là. Ne nous donne pas ce pouvoir-là. C'est pourquoi je t'ai dit que c'est une meilleure constitution victime de ses propres règles. Victime vraiment de ses propres règles. Une très bonne constitution, mais qui est victime. Pourquoi? Puisque soit expressement, les gens ne veulent pas lire correctement la constitution, soit ils lisent correctement, mais ils ne veulent pas l'appliquer, soit ils refusent catégoriquement qu'il n'y a pas de constitution au pays. Les problèmes des Congolais, c'est les problèmes, même vous les juristes, c'est le problème d'interprétation des textes. Nous disons ceci. Le texte peut être interprété. Je vais te donner un exemple. J'ai un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle qui avait interprété la procédure d'accusation, des mises en accusation des sénateurs, des gouverneurs, des députés, des ministres, qui sont mis en accusation par une procédure spéciale devant la Cour constitutionnelle, devant le parquet près ou la Cour de cassation. La Cour constitutionnelle a interprété. Mais cette procédure n'est pas suivie. Nous avons mis des députés, des sénateurs ici être mis en accusation et des gouverneurs sans que cette procédure ne soit suivie par le parquet près la Cour de cassation. Ce n'est pas un problème d'interprétation. Ici, il se pose un autre problème. Qu'il faille que le Congolais regarde avec vigilance pour comprendre quel est réellement le fondamental. Ce n'est pas nous les juristes qui avons le problème. Je veux te dire aujourd'hui, dans un ministère qui n'a été depuis 3 ministres géré que par le praticien, le ministère de l'Intérieur. Je connais, il y a 3 avocats qui ont géré ce ministère. Mais quels sont les problèmes qui se posent dans ce ministère? Le ministère de la Justice. Non, là c'est automatique. Là c'est automatique, ne nous amenez pas de médecins là-bas. Là c'est automatique. Là c'est automatique, je veux y arriver. Je te donne un exemple. Le ministère de l'Intérieur, géré par le praticien de droit, ont-ils réellement servi tel que nous attendions? Je le dis non. J'ai un conflit patent qui subsiste depuis 2022 au niveau du ministère de l'Intérieur, où un non-agent de l'État prend frauduleusement un numéro matricule d'autrui, il est nommé au rang du directeur dans l'administration publique. Une nouvelle unité de 2018, mais nommé au rang de directeur dans l'administration publique en 2022 par qui? Par un juriste. Ministre. Est-ce qu'un ministre a la compétence de nommer un directeur dans l'administration? Les directeurs sont nommés par ordonnance du chef de l'État. Quand il signe un tel arrêté, il était juriste? Non. Dédouanons quand même l'intelligence du juriste. Qui appelez-vous juriste? Ce n'est pas tout détenteur d'un diplôme de licence en droit. Là, je veux aussi aller autrement pour dire tout celui qui a un diplôme de droit ne peut pas revêtir la qualité de juriste. Il est licencié en droit. Parce que peut-être, là, il est devant un examen de droit administratif et il a échoué. Cotons-le comme tel. C'est un licencié en droit. Et fort grave, ce frauduleux-là demeure dans les institutions de l'État avec un numéro matricule d'autrui.
et on le nomme fort grave, nommé directeur par un arrêté, au rang du secrétaire général de l'administration, quelqu'un qui a eu un numéro matricule en 2018, en 2022, il est devenu au rang du secrétaire général dans l'administration publique, nommé inspecteur général de la territoriale. Alors, maître, on va revenir. Vous trouvez? Je vais y aller. Je donne un autre exemple. Pour que tu enlèves de nous cette charge-là de nous dire, vous les juristes, il faut coter ces gens comme s'ils étaient face à un examen. Ce sont des licenciés en droit. Je le dis, je ne les insulte pas, mais c'est honteux que vous puissiez nous donner la même charge, nous qui restons un peu avec cette honnêteté du non-juriste, de garder notre intelligence. Moi, ministre, je ne peux pas signer un arrêté au grade de directeur s'il n'y a pas l'ordonnance du chef de l'État. Je ne peux pas. Et il n'y a pas en annexe l'arrêté portant son numéro matricule. Je ne peux pas. Fort grave, c'est la personne là que je te parle. Aujourd'hui, est inspecteur général de la territorialité, des territoriales, au niveau de la ville de Congo. Il a un numéro matricule d'autrui. Il est directeur sans ordonnance. Vous insistez sur cet aspect-là. Ça fait très mal qu'une telle fraude à la tête de l'État. C'est comme quelqu'un qui prenait quelqu'un qui n'a pas qualité de servir le chef de l'État, mais va le faire asseoir avec le chef d'État sur la même table. Et je l'ai même vu à Kikwiti, à Kwilu, là où le président est allé en conférence avec le gouverneur. J'ai vu ces messieurs. Je dis, mais c'est ce qu'est les républiques, ça. C'est qu'est les républiques. Où un monsieur, un frauduleux, et fort encore grave, condamné par un jugement pénal pour foi en écriture, usage de faux et usurpation de fonctions. Vous trouvez ça normal? Et l'institution, ministère de l'Intérieur, gérée par un avocat, un juriste, tel que tu nous donnes la charge, je le dis bien, que tout ceci le passe sous son regard, c'est une institution, un service public qui est sous son tutelle. Bon, on n'amène pas le droit. Bon, on y fait de sentiments. C'est pourquoi je vous ai dit, quand on veut consacrer une dictature dans une constitution, on peut te rendre une institution. Afin que tu sois indépendant de bien mettre ta dictature. Revenons sur cette possibilité de réviser la Constitution. Vous étiez déjà en train de développer sur l'opportunité. Oui. Il n'est pas opportun, pour l'heure actuelle, de parler de la révision sur des dispositions intangibles. Si nous voulons réviser, révisons sur des dispositions qui intéressent le social. Je suis d'accord que le président de la République soit initiateur de quelques dispositions qui mettraient le peuple en confiance. D'abord, entre lui-même, avec les institutions de la République et envers lui, le chef de l'État. Quelles sont les dispositions qui peuvent mettre le peuple en confiance avec lui-même? Ce sont des dispositions qui écarteraient, par exemple, le principe d'élection pour les autochtones de chaque province. Aujourd'hui, le tribalisme a battu record. Pour autant que quelqu'un de Mbujimaï ne peut pas aller postuler au Sankourou, quelqu'un du Bas-Congo ne peut pas aller postuler à Mbujimaï. Alors, pour que nous puissions revenir dans l'unité nationale, on peut retoucher simplement le système de choix sur le plan, dans le souci de l'unité nationale. Comment je vais dire? Libéraliser simplement le principe de dépôt de mandat pour rendre que dans une ville, il n'y a pas que des autochtones qui postulent. Et l'élection des gouverneurs de province n'est pas réservée simplement qu'aux autochtones. Quiconque, tu vois, peut aller. Soit le président de la République peut aller dans un système purement de planter l'administration de base, comme il a la capacité de nommer des administrateurs du territoire, les bourgmestres, les chefs de secteur, qui ne nomment pas les autochtones de ces lieux-là, afin de créer une cohésion nationale. Ceci peut être retouché pour créer encore une unité, une confiance entre nous et lui, entre nous-mêmes. Il y a plusieurs projets que l'on peut lui fournir. Plusieurs.
Mais quand il s'agit pendant ce moment ici, où il a déjà gouverné le pays, si c'était à l'entrée de son mandat, quelques mois à l'entrée du mandat du chef de l'État, il nous dit, écoutez mes chers frères, et je l'avais dit, j'avais dit au début, quand je parlais dans un média, j'ai dit, le président de la République ne saura pas partir avec cette constitution, ça va peser à un moment sur lui. C'est le moment maintenant, à l'entrée du jeu, que le président propose la révision de cette constitution dans certaines dispositions essentielles. Mais alors, 7 ans plus tard, vous ressortissez dans la notion de changement et de révision, c'est inopportun. Nous n'avons besoin que le président, s'il veut bien réviser la Constitution, allons-y dans des dispositions essentielles qui sont révisables et des dispositions intangibles restent. Et s'il veut toucher les dispositions intangibles en termes de changement, qu'il crée une situation lui-même. Qu'il crée, moi je suis d'accord, qu'il crée une situation politique lui-même et cette situation politique va être un motivateur ou une motivatrice de la situation du changement. Mais s'il n'y a pas une situation politique, un chaos qui peut être pris en charge comme moteur, comme base de la défense sur le changement, ça ne sert à rien. Mais au cas où il arrivait à réviser certaines dispositions, quels peuvent être des garde-fous qui puissent justement empêcher qu'il y ait une sorte de dictature dans sa façon de gouverner? Non, déjà, moi je ne suis pas sur les propositions de ce qui peut l'empêcher. il est le chef. S'il veut être dictateur, il n'y a pas de remède pour ça. Ça dépendra de lui. Parce que déjà, je t'ai dit qu'il y a une forme de dictature constitutionnelle qui avait commencé déjà. Pourquoi? Parce que quand on vous dit le président de la République est le seul, même en France, on parle de la dictature constitutionnelle quand le président est en train de dissoudre l'Assemblée comme il veut. Vous voyez, on pense que le président, c'est un type qui ne peut jamais commettre des erreurs. Non, c'est un humain. C'est pour cette raison que dans le principe philosophique du droit pur et dans l'effectivité de l'application des normes, on ne croit pas à l'individu, mais on croit à l'institution. Parce que l'individu peut commettre des erreurs. Vous voyez? Alors, quand on vous dit, le président peut proposer le changement de la Constitution. Et entre-temps, la révision de la Constitution, entre-temps, il a la majorité parlementaire. C'est-à-dire, il y a un couloir qui est resté pour ce président-là d'agir en plénitude de son pouvoir. Et la plénitude de son pouvoir, c'est d'exercer des règles constitutionnellement dictatoriales. Des règles constitutionnellement dictatoriales. Il va les appliquer, il va se défendre devant personne. Et personne n'attaquera son acte. Et aucun juge n'analysera son acte. On vous dira non, ça c'est un acte qui est au-delà de l'acte réglementaire, ça prend lieu de loi, ça ne relève pas de notre compétence. Vous allez vous allez à la Cour constitutionnelle vous dit non, nous sommes pour le contrôle de constitutionnalité. De ces actes-là, tu vois, tout ça nous savons. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de concentration de pouvoir autour d'un individu. Dans les États comme le nôtre, nous ne devrions pas aller de cette façon-là. Mais si le président de la République voudrait réellement le faire, nous souffrons. Pour nous qui sommes en train de chercher, nous ne ferons qu'en train d'écrire. Et que pour que les générations futures sachent quand même que non, nous avons eu quand même des chercheurs qui ont écrit pour l'avenir de notre pays. Nous n'avons pas de remède à l'interdire quoi que ce soit. Mais nous donnons des conseils, des orientations scientifiques en termes de stratégie scientifique pour que le chef de l'État se conduise comme un bon père de famille. C'est ce qui est utile pour nous et c'est à ce niveau-là que nous on se limite. On n'a pas d'empêchement, on n'a pas de barrière. Nous avons terminé notre émission. Merci beaucoup, M. Nico. Peut-être 30 secondes pour celui qui vient de nous prendre à la fin. Qu'est-ce qu'il peut comprendre du changement de la Constitution ou de la révision de la Constitution? Oui. Les vœux de plusieurs personnes. Oui, je dirais simplement que la Constitution peut être révisée. Et dans la révision, on sous-attend simplement modifications et compléments que l'on peut apporter sur le texte de loi. La Constitution accepte que je suis modifiable.
et je suis complétable. Donc, par conséquent, complétez-moi à tel niveau, mais à tel niveau ne touchez pas. Nous acceptons la révision dans les niveaux prévus par la Constitution elle-même. Mais si l'on veut aller au-delà, c'est-à-dire on est en train de provoquer la mort de la Constitution. Et quand la Constitution meurt, il y a la chute automatique de toutes les institutions, et c'est une forme, je voudrais parler de la démocrature en fait, qui a une forme bluffée, semblant de ce qui est réellement de la démocratie, qui n'est pas réellement démocratie. Donc voilà, c'est à ces termes-là que je dis, nous devons revoir nos recherches, comparer nos connaissances avec des principes universels. Le changement de la Constitution n'a jamais été prévu par une Constitution. Il n'est pas prévu par notre Constitution. Sinon, si l'on veut forcer, c'est-à-dire que l'on doit créer une situation politique qui doit motiver le changement. Changer une Constitution, c'est-à-dire renverser toutes les institutions de la République, commençant par le président de la République jusqu'au plus bas niveau des institutions, nées de cette Constitution, tombe. Et le chaos va diriger le pays, même pendant 2 heures du temps. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Alors, si l'on s'en tient au changement, c'est notre pays, on ne va pas déménager. Que ceux qui ont la capacité de changer créent automatiquement une situation qui peut motiver ces changements. Voilà, ce sont des choses que nous ne cesserons pas de dire. Nous n'avons pas de remède, nous n'avons pas d'interdiction, nous n'avons pas de conditions à remettre à qui que ce soit, mais nous disons simplement que les changements doivent se faire où, comment et quand, pour que nous puissions rester réellement dans la limite et dans les limites que nous ont conférées la Constitution de la République, qui nous a donné 2 présidents de la République. Cette Constitution nous a donné 2 présidents de la République. Le président Joseph Kabila qui est parti et le président Félix Tshisekedi qui est là sont des émanations de cette Constitution. Et si l'on veut porter atteinte, tuer cette Constitution, je dis au président, on veut vous tuer. C'est votre mort, parce que le pouvoir que vous détenez, c'est le pouvoir qui émane de cette Constitution. Et quiconque vous dit qu'il faut la tuer, dites-lui, je veux m'asseoir sur quoi, puisque les Congolais m'ont apprécié partant de cette Constitution et ils m'ont donné un mandat. Voilà, terminé. S'il y a une situation qui vous dépasse, créez une situation politique qui va nous permettre de soutenir les arguments sur le changement. Merci beaucoup, Maître Armand Lokeka. C'était votre mot de clôture à cette émission. Et nous rappelons que vous êtes chercheur, avocat, vous êtes inscrit au barreau de Kinshasa, Gombe. Je suis chercheur, je suis avocat, je suis doctorant à l'Université libre de Bruxelles. Je suis écrivain. Donc, qu'à cela ne plaise, ceux qui auront besoin de me rencontrer passeront par Nico. Et même pour un débat contradictoire, je suis disponible. Plusieurs juristes vous attendent sur ce terrain. Merci beaucoup, Maître Armand. Merci beaucoup, M. Chers téléspectateurs, amoureux de droit pour tous, nous arrivons à la fin de cette émission consacrée à ce débat scientifique, parce que nous avons reçu un scientifique qui a parlé de manière scientifique, et je pense que vous-même qui nous regardez, vous êtes également scientifique. Voilà, il s'agissait du débat sur la révision ou le changement de la Constitution. Vous avez, je pense que vous avez compris, très bien compris d'ailleurs, les arguments développés scientifiquement par Maître Armand Lokeka. Nous vous retrouvons prochainement, certainement, avec un autre numéro, si nous ne revenons pas avec ce même sujet relatif au changement ou à la révision de la Constitution. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.